Monsieur le député. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune du groupe socialiste et apparentés. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur. La politique fiscale menée aujourd'hui par ce gouvernement, avec la complicité de sa majorité, renforce ardemment le sentiment d'injustice et explique pour partie le mouvement des Gilets jaunes. En effet, la hausse de la CSG dès votre arrivée, la diminution des APL dès votre arrivée, ainsi que la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax dès votre premier budget également, mettent en péril le consentement à l'impôt qui garantit pourtant la cohésion sociale de notre pays. Afin de redonner confiance à nos concitoyens, une bonne mesure serait de rétablir en effet l'ISF. C'est pourquoi les députés socialistes ont lancé une procédure de référendum d'initiative partagée sur ce sujet selon l'article 11 de la Constitution. J'en profite pour remercier tous nos collègues qui se sont joints à la démarche et lance un appel aux autres parlementaires. Si 24 parlementaires nous rejoignent, le peuple français pourra donner son opinion sur le rétablissement de l'ISF. Si Michel Rocard affirmait au moment où cet impôt fut rétabli en 1988 que le principal problème posé est la définition du meilleur équilibre entre la solidarité nécessaire et la pertinence économique, force est de constater que l'une et l'autre sont ignorées par votre politique. Quelle justice fiscale quand la transformation de l'ISF en IFI revient à diviser son assiette fiscale par 5, faisant échapper à tout impôt le patrimoine mobilier, pourtant largement composé de titres financiers. Cette mesure est uniquement favorable aux plus aisés car la part du capital mobilier ne cesse de croître avec le revenu. Quelle solidarité lorsque la philanthropie se délite. En seulement un an, les dons aux associations ont chuté de 50%, soit la bagatelle de 140 millions d'euros. Cela représente 10% du total de leurs subventions, ce qui affecte nécessairement leur fonctionnement et les personnes auprès desquelles elles interviennent. Quelle équité quand les plus aisés sont 2 fois moins nombreux à être assujettis à l'IFI qu'ils ne l'étaient à l'ISF. En effet, 350 000 contribuables payaient l'ISF, quand seulement 150 à 180 000 payent désormais l'IFI. La transformation de l'ISF en IFI est également dénuée de toute pertinence économique. Quel impact positif sur l'économie est-on en droit d'attendre lorsque l'on sait, depuis Keynes, que la propension marginale à consommer des plus hauts revenus est moins élevée que celle des très bas revenus? Dit autrement, 1 euro supplémentaire distribué aux ménages les plus modestes aura un impact plus important sur la croissance que si cet euro avait été octroyé à un ménage aux revenus plus élevés. Plus encore, en 2015, le FMI a démontré qu'une augmentation de 20% du revenu des plus aisés était susceptible d'entraîner une diminution de la croissance du PIB. Pourtant, c'est bien à destination des plus aisés que la politique gouvernementale est injustement favorable. Mais non content d'affaiblir toute solidarité et d'être inefficace économiquement, l'argument du gouvernement selon lequel l'ISF serait source d'exil fiscal est trompeur. En effet, et c'est un rapport du gouvernement qui le dit, seuls 0,2% des assujettis quittaient le territoire français. Il ne s'agit en aucun cas d'une hémorragie fiscale et plus encore, rien n'est venu prouver que l'ISF en était la cause. Réinstaurer un impôt sur la fortune relève également d'une urgence pour nos finances publiques. Cet impôt rapportait 5 milliards d'euros par an, quand l'IFI ne rapporte désormais plus qu'1,5 milliard. Le manque à gagner, c'est 3,5 milliards, ce qui représente plus que le budget de la culture ou de l'aide publique au développement. Monsieur le secrétaire d'État Benjamin Griveaux affirmait que si une mesure qu'on a prise coûte de l'argent public, on n'est pas idiot, on va la changer. Le manque à gagner pour les caisses de l'État étant établi, il est temps d'écouter votre collègue. Ainsi, au regard de ces éléments, si la majorité argue qu'il s'agit d'un impôt symbolique, force est de constater que sa suppression fut idéologique et s'inscrit dans la théorie du ruissellement
si cher à Emmanuel Macron. Rétablir l'ISF, c'est entendre les revendications de nos concitoyens. Selon une étude IFOP très récente du 6 janvier 2019, 77% des Français sont favorables au rétablissement de l'ISF. C'est une question d'équité fiscale qui, retrouvée, permettrait d'atténuer le sentiment d'injustice qui ébranle la cohésion sociale. Par ailleurs, concernant l'impôt sur le revenu, il est urgent de le rendre plus progressif, conformément à l'esprit de la loi Caillaux de 1914. Cette proposition de loi va dans ce sens en y rajoutant 4 tranches d'imposition supplémentaires, ce qui permettrait de retrouver un équilibre entre proportionnalité et progressivité de l'impôt. En effet, le système fiscal français tend vers toujours plus de proportionnalité. Les impôts dits indirects sur la consommation, comme la TVA, accroissent les inégalités de revenus. Certes, les plus aisés consomment plus en termes de volume et donc payent globalement plus d'impôts indirects que les autres. Mais rapporté à leur niveau de vie, à leurs revenus, le niveau de ces impôts est nettement inférieur à ce que payent les plus démunis. L'explication tient au niveau de l'épargne. Alors que ces derniers consomment quasiment l'ensemble de leurs revenus, les plus aisés en épargnent un tiers. Les impôts indirects ne portent donc que sur une fraction de leurs revenus. Or, la TVA représente plus de la moitié des recettes fiscales nettes de l'État. De la même manière, la hausse de la CSG ainsi que l'instauration de la flat tax décidée par le gouvernement et sa majorité n'ont fait qu'abaisser la part de l'impôt sur le revenu dans la richesse nationale. Il représente aujourd'hui 3,3% en France, contre 9% en Allemagne et 10% au Royaume-Uni. Cela démontre la nécessité de renforcer l'impôt sur le revenu dans le sens d'une plus grande progressivité pour contrebalancer cette fiscalité régressive, donc injuste, qui détruit le pouvoir d'achat des plus modestes. En effet, un impôt véritablement progressif est le plus à même de réduire les inégalités relatives comme absolues. C'est le sens de cette proposition de loi qui tend à rajouter des tranches supplémentaires d'imposition. Ainsi, seuls les contribuables les plus aisés seront impactés et non les contribuables se situant dans les premières tranches, c'est-à-dire les classes moyennes. De plus, ce serait conforme à l'esprit qui anime l'impôt sur le revenu. Celui-ci a été pensé originellement comme très progressif, afin que les plus modestes puissent financer leurs besoins primaires à raison d'une imposition plus forte des plus hauts revenus, impactant non pas leur consommation, mais leur épargne. La proposition de loi qui nous est soumise rejoint entièrement cet esprit en améliorant la redistribution des ressources, en réduisant plus efficacement les inégalités et en posant ainsi les conditions d'une véritable équité verticale entre tous les contribuables. Elle s'inscrit enfin parfaitement dans l'esprit de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Dans les attentes exprimées par les Français dans le grand débat, ou le vrai débat, la fiscalité tient une place prépondérante. La question de la TVA revient souvent. Comme toutes les taxes, y compris les taxes sur le carburant ou l'énergie, la TVA s'applique sans distinction du consommateur. Si la taxe sur la valeur ajoutée est peu ressentie par les plus aisés, elle est une véritable plaie pour les plus démunis et constitue parfois, sans même qu'ils s'en rendent compte, une grande partie de leurs dépenses. C'est pourquoi une réflexion sur les taux de TVA pourrait être menée en tenant compte bien évidemment des contraintes européennes, mais aussi des comportements des distributeurs. Baisser les taux de TVA si le consommateur final n'en profite pas est contre-productif. Étudier la baisse de la TVA sur l'énergie pourrait être une solution quand on sait qu'en moyenne, en 2018, la TVA représente un peu plus de 16% du montant total de la facture d'électricité ou de gaz des ménages français. Une mesure simple, facilement applicable et où le consommateur final retrouverait immédiatement du pouvoir d'achat. Vous avez pris, Madame la Ministre, de nombreuses mesures qui ont coûté des milliards aux contribuables ainsi qu'au Trésor public, dont certaines évoquées plus avant. La différence notable entre la suppression de l'ISF et une baisse de TVA sur l'électricité et le gaz est que la première mesure bénéficie à une part infime de la population qui ne se situe pas dans le besoin et qui n'a pas de mal ni à se loger ni à se chauffer.
Étant donné que cette proposition de loi va très probablement se voir opposer une motion de rejet ou une motion de renvoi, je vais profiter de cette tribune pour dire que le groupe socialiste et apparenté avait déposé quelques amendements, dont un visant à élargir l'assiette de l'ISF aux œuvres d'art, ce qui fera plaisir à mon collègue Mattei, et un autre qui vise à remettre en place le plafonnement du plafonnement pour répondre au questionnement de Madame Louwagie. Ainsi, réintroduire un impôt sur la fortune et renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu et par là même de notre système fiscal dans son entier répondrait aux aspirations de nos concitoyens ainsi qu'à leurs préoccupations. La question fiscale est et a toujours été dans notre pays explosive. À la vue de l'iniquité des mesures fiscales prises par ce gouvernement, il est temps que les parlementaires prennent leurs responsabilités. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.